Bien, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons corriger le questionnaire du chapitre 11. Alors, on a des propositions, on va voir si c'est juste ou faux et justifier si c'est juste ou si c'est faux. Un système est l'objet par rapport auquel on étudie le mouvement. Alors, dès qu'il y a par rapport à, ça veut dire que c'est un référentiel. Donc, un système, ce n'est pas un référentiel. D'accord? Donc, cette proposition est fausse. Et l'objet dont on étudie le mouvement, c'est vrai, c'est la définition du système. Donc, on le passe en gras. Un système est l'ensemble objet étudié plus objet par rapport auquel on étudie le mouvement. Ça voudrait dire que c'est à la fois le système et le référentiel. Ça ne peut pas marcher. Un système est un objet immobile. Pas nécessairement. Cette définition est fausse, même que la C. Un référentiel est un système dont on étudie le mouvement. Ça serait plutôt un système par rapport auquel, donc ça c'est faux, est un système par rapport auquel on étudie le mouvement d'un objet. Alors oui, c'est vrai, il ne faut pas confondre référentiel et système, mais un référentiel c'est aussi un système indéformable, et par rapport auquel on étudie le mouvement d'un objet. Donc, cette proposition est vraie. Donc on passe en rouge. Un référentiel est associé à un repère spatial et à un repère temporel. Oui, bien sûr, ça fait partie du cours. Voilà. Ensuite, le référentiel lié à une voiture immobile par rapport à la Terre est le référentiel terrestre. Alors, on va dire que si la voiture est immobile par rapport à la Terre, elle est fixée à la Terre, elle fait donc partie du référentiel terrestre. C'est donc, la réponse A est donc bonne. Le référentiel lié à une voiture immobile par rapport à la Terre est le référentiel géocentrique. Alors, évidemment, c'est bon, c'est le référentiel. Bon, on va dire que c'est pas bon parce que finalement, le référentiel de la voiture, c'est le référentiel terrestre, et le référentiel terrestre, on sait très bien que c'est différent du référentiel géocentrique. Donc, la proposition B est fausse. Un référentiel lié à la voiture immobile par rapport à la Terre et le référentiel héliocentrique, évidemment, non, puisque c'est le référentiel terrestre. C'est le référentiel de la voiture, ah oui, c'est la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Bon, c'est une façon de parler, hein, tout ça c'est une évidence. La description d'un mouvement dépend du système choisi, juste ou faux. La description d'un mouvement, évidemment, si on a des voitures sur la route, les voitures n'ont pas toutes le même mouvement par rapport à la route. Donc si j'en prends une et si j'en prends une autre, je n'ai pas le même mouvement, donc ça dépend du système choisi. Dépend du référentiel choisi. Bien entendu que oui, c'est la relativité du mouvement, c'est vrai. Dépend du système choisi et du référentiel choisi. Bah oui, bien entendu, puisque ça dépend du système et du référentiel, ça dépend des deux. Donc, c'est bon. Alors, une situation. Un avion ravitailleur vole à une vitesse constante de 900 km/h dans le référentiel terrestre. Le ravitaillement d'un avion de chasse s'effectue en 1,0 minute. Alors, l'avion de chasse est en mouvement par rapport au référentiel du ravitailleur. Sans doute que non, sinon on ne pourrait pas ravitailler. Il faut absolument que le tuyau qui permet l'acheminement du kérosène d'un avion vers l'autre ne se déchire pas, d'accord? Donc l'avion de chasse ne peut pas être en mouvement par rapport au ravitailleur. D'ailleurs, l'expérience montre que lorsqu'on filme un ravitaillement en vol, eh bien, on voit le ravitailleur immobile par rapport à l'avion de chasse. D'accord? Donc ici, pardon, excusez-moi, la réponse est fausse. Hein. Tant pour moi, hein, je me suis laissé emporter, la réponse est fausse. Le ravitailleur est immobile par rapport au référentiel de l'avion. Bien entendu que oui, puisque
il faut bien acheminer le kérosène, il faut bien qu'il soit immobile l'un par rapport à l'autre. Donc, la réponse est bonne. Il y a immobilité du ravitailleur par rapport au référentiel de l'avion. Si le sol est choisi comme référentiel, l'avion de chasse est mobile. C'est vrai, il bouge par rapport au sol. Et le ravitailleur est immobile. Ah non, ça c'est pas vrai, puisque le ravitailleur, lui, il avance en même temps que l'avion de chasse. Donc il est lui aussi mobile par rapport au sol. Donc cette cette proposition est fausse. Si le ravitailleur est choisi comme référentiel, l'avion de chasse, la vitesse de l'avion de chasse est nulle. C'est vrai, puisque l'avion de chasse est immobile par rapport au ravitailleur, donc immobile par rapport au référentiel du ravitailleur. C'est donc que sa vitesse est nulle. La réponse D est donc bonne. Si le sol est choisi comme référentiel, les deux avions sont mobiles. Bien entendu, puisqu'ils ne bougent pas l'un par rapport à l'autre, mais ils avancent ensemble par rapport au sol. Donc les deux avions sont mobiles par rapport au sol. C'est normal. Donc cette réponse, la réponse E est bonne. Le sol est en mouvement par rapport à l'avion de chasse. Ben oui, bien sûr, puisque l'avion de chasse bouge par rapport au sol, c'est que le sol, en tant que système, bouge par rapport à l'avion de chasse, mais évidemment en sens inverse. Hein. Bon, donc, autrement dit, cette réponse-là est encore. Dis pourquoi le mouvement d'un objet est relatif. Tu donneras un exemple emprunté à la situation exposée ci-avant. On regarde un petit peu la réponse. Le mouvement d'un objet est relatif, car il dépend du référentiel choisi. Ça, c'est ce que l'on sait pour l'observer. Il est relatif au référentiel choisi. Alors, exemple, si je prends comme système l'avion de chasse, d'accord, et comme référentiel le ravitailleur, eh bien, l'avion de chasse est au repos par rapport, euh, par rapport au référentiel du ravitailleur. Bon, maintenant, je change de référentiel. Je prends le sol au lieu de prendre l'avion, au lieu de prendre le ravitailleur. Dans ce cas-là, l'avion de chasse est en mouvement par rapport au référentiel sol. Donc, ça prouve que si on change de référentiel, eh bien, le mouvement d'un objet change aussi. C'est donc qu'il y a relativité du mouvement. On a donc emprunté un exemple à la situation précédente. Alors, on choisit la Terre comme référentiel d'observation. Dans ce cas, on vous donne différentes valeurs de la vitesse de l'avion de chasse. Alors évidemment, pour savoir quelle est la bonne réponse, il faut calculer la vitesse de l'avion de chasse. Et l'on rappelle une donnée, c'est que l'avion de chasse se propulse à une vitesse de 900 km/h. Alors, on part de la définition de la vitesse, V égale D sur delta T, et ensuite, eh bien, on fait le calcul, la conversion de la vitesse en km/h, on veut la convertir en mètres par seconde. Alors pour cela, 900 km, c'est 900 fois 10 puissance 3 en mètres sur 3600 secondes. Donc, si on fait le calcul, c'est 250 mètres par seconde. D'accord? Donc, si c'est 250 mètres par seconde, alors il y a déjà une réponse qui est bonne, c'est celle-ci. D'accord? 250 mètres par seconde. Voilà. Et puis, si on veut convertir en kilomètres par seconde pour voir si cette réponse-là est bonne, on trouve bien que 250 mètres par seconde est égal à 0,250 km par seconde. Donc, autrement dit, cette réponse, la réponse 0,250 km par seconde, c'est-à-dire E, est également bonne. Évidemment, les autres réponses sont fausses. On choisit le ravitailleur comme référentiel d'observation.
L'avion de chasse a pour vitesse 300 mètres par seconde, 250, ah, ça c'est faux, bien entendu. Alors, le ravitailleur comme référentiel d'observation. Donc, à ce moment-là, la Terre a une vitesse de 250 mètres par seconde. Ah oui, on avait vu que l'avion de chasse, comme le ravitailleur, avait une vitesse de 250 mètres par seconde. Donc, autrement dit, la Terre aussi. Hein. Voilà. La Terre est immobile. Bah non, pas par rapport à l'avion de chasse. Et l'avion de chasse est immobile, oui, par rapport au ravitailleur, bien entendu. Donc, c'est une réponse bonne. Alors, vérifions que c'est bon. Donc, là, bah, V égale T sur delta T, c'est l'inconnu. D'accord. B égale. Qu'est-ce que je raconte? La question supplémentaire. Donc, je déraille un peu. C'est une question supplémentaire. Là, on a répondu à la question, la deuxième partie de la question Q7. Là, on met une question supplémentaire. Calcule la distance parcourue par le ravitailleur pendant le ravitaillement. Elle n'existait pas dans le questionnaire. Donc, si on veut calculer une distance, il faut partir de la définition de la vitesse. V égale D sur delta T. On en déduit que D égale V fois delta T. Et on va faire l'application numérique. L'application numérique, c'est 250 mètres par seconde et multiplié par 1,0 minute. Mais attention, on ne va pas garder la minute comme unité, on va convertir la minute en seconde pour s'accorder avec l'unité mètre par seconde. Donc on multiplie par 60 et on va trouver 1,5 10 puissance 4 mètres, ce qui fait 15 km. Alors, on considère les situations ci-contre. Lors d'un slalom géant, situation 1, il y a un skieur et un avion. Le skieur accroche une porte du parcours avec son bras, et boum. Et la situation 2, c'est une photo prise par un spectateur au sol observant des acrobaties aériennes. Alors, dans la situation 1, si pourquoi la modélisation du skieur par le point C ne permet pas de rendre compte de la situation 1. Alors, commentons la réponse. La modélisation du skieur par le point C ne permet pas de rendre compte l'accroche de la porte par son épaule. Parce que si on suit juste le point C, on ne peut pas se rendre compte que l'autre partie, que l'épaule du skieur a heurté la porte. Car la trajectoire du point C ne passe pas par le poteau de la porte. Donc, on ne peut pas modéliser le skieur par le point C. Donc, ce que l'on conclut, et on le sait, c'est le cours, la modélisation du système par un point entraîne des pertes d'informations sur le mouvement du système. Deuxième situation. Voilà l'avion en train d'effectuer un looping. Dans la situation filmée depuis le sol, identifie le système et le référentiel. Alors, le système, eh bien, c'est l'avion, évidemment, puisqu'on observe l'avion. Le référentiel, on sait très bien, puisqu'on observe le mouvement de l'avion par rapport au sol, le référentiel terrestre et le référentiel d'observation, hein, puisque la caméra est positionnée au sol. La modélisation du système par un point est-elle pertinente? Commentez. Alors, un petit élément de réponse, la modélisation de l'avion par un point ne permettrait pas d'observer une vrille de l'avion. Évidemment, le mouvement des ailes par rapport au point qui serait le centre de l'avion, ben, on n'en aurait aucune idée. Donc, ce qui veut dire que c'est toujours la même idée, c'est que là encore, la modélisation du système par un point entraîne des pertes d'informations sur le mouvement du système. Question maintenant d'échelle temporelle et spatiale pour un mouvement. On étudie le mouvement de la Lune par rapport au centre de la Terre. Mouvement 1.
Le mouvement d'un lycéen se rendant au lycée en vélo. Pour chaque mouvement, identifie le système et le référentiel et propose des échelles temporelles et spatiales pertinentes. Alors, pour le mouvement 1, on prend comme système la Lune, bien entendu, hein, et comme référentiel, le référentiel géocentrique, puisque l'énoncé précise même que c'est par rapport au centre de la Terre, c'est-à-dire un référentiel lié au centre. Référentiel géocentrique, on sait très bien que ce n'est pas le référentiel terrestre. Alors, maintenant, on va essayer de proposer des échelles temporelles et spatiales pertinentes. Alors, que sait-on sur le mouvement de la Lune? Il faut se poser la question depuis le collège, au point de vue spatial et au point de vue temporel, pour pouvoir préciser les échelles. Alors, d'un point de vue temporel, on sait que la Lune tourne autour de la Terre en une durée de 28 jours, soit environ un mois. Conclusion, une échelle pertinente de temps serait le mois, évidemment. Hein, voilà. Et maintenant, au point de vue échelle spatiale. Alors, au point de vue spatial, la Lune est à environ 400 000 km de la Terre. Ça, tout le monde le sait plus ou moins. Hein, au collège, on sait un peu. Alors, à ce moment-là, eh bien, une échelle spatiale pertinente serait, par exemple, 100 000 km. Le rayon de l'orbite lunaire serait de l'ordre de 4 fois 100 000. Ou bien 1 million de kilomètres. À ce moment-là, le rayon serait de 0,4 millions de kilomètres. Vous voyez qu'il y a plusieurs propositions possibles, mais pertinentes, pour une échelle spatiale adaptée au mouvement de la Lune autour de la Terre. Alors, maintenant pour le mouvement 2, le système, c'est le lycéen. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre, évidemment. Maintenant, pour les échelles temporelles et spatiales. Alors, il faut savoir, essayer d'analyser le mouvement du lycéen. Que sait-on sur ce mouvement au point de vue spatial et au point de vue temporel? Il faut essayer d'évaluer un petit peu la distance que parcourt le lycéen et en combien de temps. Donc, point de vue temporel, bon, je sais pas, ça dépend s'il habite plus ou moins loin du lycée. Le lycéen met environ entre 5 et 30 minutes. Il ne va pas prendre de lycée, il va pas prendre de vélo s'il met 1 heure. Bon. Donc, l'échelle temporelle, une échelle temporelle pertinente serait la minute. Pourquoi pas la seconde? D'accord. Bon, maintenant, pour l'échelle de distance. Alors, au point de vue spatial, le lycée se trouve à quelques centaines de mètres ou bien une distance de l'ordre de kilomètres. L'élève ne va pas partir en vélo s'il habite à 10 km du lycée. Donc, autrement dit, eh bien, une échelle spatiale pertinente serait le mètre ou le kilomètre, ou la centaine de mètres. Alors, les figures ci-contre, c'est ci-après, représentent les positions successives à des intervalles de temps égaux d'un système modélisé par un point. Les flèches représentent le sens de chacun des mouvements. Répond à la question Q11. Donc, associe à chaque mouvement les caractéristiques qui s'y rapportent en choisissant un ou plusieurs adjectifs dans la liste ci-après. Alors, on propose uniforme, curviligne, rectiligne, décéléré, accéléré. Alors, dévoilons un peu la réponse. Le mouvement 1, c'est celui-là. C'est un mouvement qui est rectiligne, les points sont quasiment alignés, et uniforme. Pourquoi? Parce que les points sont régulièrement espacés, ces points qui sont photographiés à des intervalles de temps. La vitesse est constante, ici c'est normal. Mouvement 2, le mouvement est rectiligne et accéléré. Rectiligne, c'est vrai, les points sont alignés, accélérés, parce que les espaces parcourus pendant des durées égales ne font qu'augmenter au cours du temps. Donc ça veut dire que la vitesse augmente et donc que le mouvement est accéléré. Le mouvement 3, c'est déjà un mouvement curviligne, hein, et pas du tout rectiligne. Et quel autre qualificatif peut-on lui attribuer? Eh bien, dans la première phase, vous voyez que
le mouvement est accéléré parce que les espaces parcourus ne font qu'augmenter. Donc la vitesse augmente. Avant de rebrousser chemin, le mouvement est donc accéléré. Et dans la deuxième phase, eh bien, le mouvement est décéléré. Vous voyez très bien que après avoir, dans la deuxième phase, les espaces parcourus deviennent de plus en plus petits. Bon, donc maintenant, deuxième situation, les positions successives des points A et B. Vous voyez le point A ici et le point B, des points A et B du vélo d'une cycliste à des intervalles de temps égaux sont représentés ci-contre. On les voit ici. Le point A, voilà ça, différentes positions successives, et le point B, voilà les positions successives également. Identifie le système et le référentiel d'étude. Là, c'est pas trop difficile. Hein, d'après la photo, bien, le système, on peut prendre le cycliste plus le vélo, ou bien le vélo tout seul, si on veut. Et le référentiel sera le référentiel terrestre. Caractérise le mouvement des points A et B. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure. Le mouvement de A est rectiligne accéléré. Le mouvement de B est curviligne et à peu près uniforme. Les espacements entre les positions successives sont les mêmes, alors que tout à l'heure, ça allait en augmentant. Est-il pertinent de modéliser le système par un point? Pourquoi? Alors, regardons un peu. Les trajectoires donc, des points grand A et grand B du système sont les deux différentes. Il y en a une qui est rectiligne et l'autre qui est curviligne. Donc, autrement dit, eh bien, si on réduit le système à un seul point, par exemple le point A, on perd l'information sur le mouvement des autres points, B par exemple. D'accord? Donc ça ne suffit pas de modéliser le vélo par le point A. De même, si on modélise le vélo par le point B, c'est pareil. Donc la conclusion, c'est qu'il n'est pas pertinent de modéliser le mouvement d'un système, un système par un point, car cela entraîne, comme vous le savez, des pertes d'informations sur le mouvement du système. Décrit le mouvement du point B dans le référentiel lié à la roue. Vous voyez, je remets la situation devant vous. Le référentiel, lié au centre de la roue. Lié au centre de la roue. Si je mets un petit bonhomme sur le centre de la roue, ici, bien, c'est-à-dire qu'il est accroché au cadre du vélo. Il ne regarde pas la terre, hein, il regarde juste le point B. Mais il va voir le point B qui tourne autour de lui et qui va donc décrire un mouvement circulaire. Donc, autrement dit, la description ici, c'est qu'un observateur situé dans le référentiel lié au centre haut de la roue, avant, système d'axe rigidement lié X au Y, eh bien, voit le point B décrire un cercle centré sur le point, mouvement circulaire. Alors, X ou Y, est-ce qu'on l'avait mis? On ne l'avait pas décidé. C'est pas grave. Bon, alors maintenant, il y a la trajectoire vue depuis le référentiel terrestre. Attendez, donc conclut sur l'influence du choix du référentiel. Moi, je n'ai pas vu la question. Sur la description du mouvement du système. Vous voyez que la trajectoire vue depuis le référentiel terrestre, c'était la fameuse courbe qu'on voyait là. Elle n'est pas la même que celle vue depuis le référentiel du centre de la roue, qui est circulaire. Dans le référentiel lié au centre de la roue. Alors, on va éliminer le cache, ici. Voilà. Et voilà. Vous voyez, à des intervalles de temps successifs égaux, le point B
qui est modélisé par un point ici, eh bien, la répartition des différentes positions successives sont des positions régulièrement espacées sur la trajectoire du point B. Alors, ensuite, une autre situation. On considère les 4 mouvements ci-contre. Les 4 mouvements ici, schématisés par des positions successives d'un système modélisé par un point, à des intervalles de temps réguliers. Les flèches ou courbes fléchées représentent le sens du mouvement. Vous voyez ici une flèche, ici une courbe fléchée, ici une autre flèche. Caractérise dans chacun des cas le mouvement du système en termes de trajectoire et de variation de la valeur de la vitesse. Alors, pour le mouvement 1, la trajectoire est curviligne, c'est une courbe. Et le mouvement, donc, est légèrement accéléré. Les espaces parcourus pendant des durées égales augmentent un petit peu dans les deux phases. D'accord? Cette phase-là et cette phase-là. Alors, en termes de trajectoire et de vitesse, donc voilà la trajectoire est légèrement accélérée. Donc le mouvement, si vous voulez, ben, il est curviligne, accéléré. Mouvement 2 ici. Je regarde le mouvement 2. Le mouvement 2 ici, vous voyez que le mouvement est rectiligne et que les espaces parcourus pendant des intervalles de temps égaux augmentent. Donc le mouvement est rectiligne et accéléré. Rectiligne et accéléré. Vous voyez, ce qu'on vous demande, c'est de caractériser les mouvements en termes de trajectoire et de variation de la valeur de la vitesse. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas encore le vecteur vitesse, c'est la valeur. Et pour le mouvement 4, regardons pour le mouvement 4, je vous rappelle, le mouvement 4, il est en dessous. Le mouvement 4, eh bien, c'est un mouvement circulaire, puisque les points sont répartis sur un cercle, et uniforme, puisque les espaces parcourus pendant des intervalles de temps égaux sont égaux. Alors maintenant, quels sont les mouvements où le vecteur vitesse a une représentation erronée? Alors pour cela, il faut savoir que lorsqu'on représente le vecteur vitesse, il faut savoir que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire et que son sens est celui du mouvement. Alors si l'une de ces deux conditions n'est pas vérifiée, c'est que la représentation est erronée. Alors, on regarde un petit peu. Le mouvement 3 est erroné. Et oui, pourquoi? Parce que le vecteur vitesse a le sens opposé au sens du mouvement, ce qui est faux. Le vecteur vitesse devrait être dans l'autre sens. Donc, le mouvement 3 est bien erroné. Regardons maintenant, c'est le mouvement 4, lui, est aussi erroné. Et pourquoi cette fois-ci? Parce que la direction du vecteur vitesse n'est pas bonne. Normalement, la direction de vecteur vitesse devrait être tangente à la trajectoire. Or, ici, elle ne l'est pas. Donc, la représentation du vecteur vitesse est erronée. C'est ça, il faut connaître ces deux cas. Il faut que le vecteur vitesse satisfasse aux deux caractéristiques tangentes à la trajectoire et dans le sens du mouvement. Si ce n'est pas vrai, c'est faux, évidemment. Quels sont les mouvements où le vecteur vitesse a une représentation pertinente? Là, c'est évidemment les deux autres situations qui conviennent pour le mouvement 1 et 2. Dans les deux cas, le vecteur vitesse a le sens du mouvement, vous voyez, quand ça rebondit ici. Et dans le deuxième cas aussi. Et comme direction, eh bien, il est bien tangent à la trajectoire pour le mouvement 1. Et pour le mouvement 2, le vecteur vitesse est aussi tangent, il est tangent à la droite. Oui, la droite, c'est un cas particulier d'une courbe, et puisqu'il est porté par la courbe, il est bien tangent à la droite. Voilà. Donc, les mouvements 1 et 2 sont à retenir. On a représenté les vecteurs vitesse d'un système en 3 points de sa trajectoire. Réponds alors aux questions. Décrit la variation du vecteur vitesse du système au cours de son mouvement.
Pour cela, tu décriras les variations des 3 caractéristiques de ce vecteur vitesse. Voilà, lorsqu'on veut décrire la variation de vecteur vitesse, il faut décrire les variations des 3 caractéristiques, c'est-à-dire direction, sens et valeur. Alors, regardons un peu. Variation de la direction du vecteur vitesse. Est-ce qu'il y a variation de la direction du vecteur vitesse? Alors, bien entendu que oui, parce que la tangente, ici, à la trajectoire, change de direction au cours du mouvement. Maintenant, y a-t-il variation du sens? Bien non, hein, ici, puisque le mouvement d'un bout à l'autre de la trajectoire s'effectue dans le même sens, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Y a-t-il variation de la norme du vecteur vitesse? Alors là, ben, bien entendu qu'on va voir que oui, hein, de A à B, il y a diminution de la norme du vecteur vitesse. Vous voyez très bien que la longueur de la flèche du vecteur vitesse diminue lorsqu'on passe de A à B. Et lorsqu'on passe de B à C, au contraire, il y a une augmentation de la norme parce que la flèche du vecteur vitesse eh bien, augmente lorsqu'on passe de B à C. Alors, en t'aidant de la variation du vecteur vitesse que tu as décrite à la question Q20, caractérise le mouvement du système. Alors, regardons un petit peu et commentons. Bon, déjà, le mouvement est curviligne. Pourquoi? Eh bien, parce que la direction du vecteur vitesse varie au cours du temps. Parce que si elle ne variait pas au cours du temps, le mouvement serait rectiligne, c'est du cours, ça, d'accord? Donc, quand la direction du vecteur vitesse varie au cours du temps, le mouvement est curviligne. Alors maintenant, pour savoir si le mouvement est accéléré ou décéléré, eh bien, on va regarder l'évolution des flèches, du vecteur, des longueurs des flèches du vecteur vitesse. Et là, c'est absolument évident. On ne regarde plus maintenant les espacements entre les points, mais on va regarder les évolutions des flèches. C'est comme ça qu'on va juger si un mouvement est accéléré, uniforme ou décéléré. Donc, ici, eh bien, le mouvement est retardé ou décéléré entre A et B. Pourquoi? Parce que la norme du vecteur vitesse, ici, diminue entre A et B, hein, c'est-à-dire la longueur des flèches, on voit que ça diminue, donc la norme diminue, et qu'entre B et C, au contraire, les valeurs des flèches augmentent, les longueurs des flèches augmentent, donc le mouvement est accéléré entre B et C. Et puis, bon, tout ça parce que la norme du vecteur vitesse augmente entre B et C. Voilà la raison. Déterminer les valeurs de la vitesse du système au point A, B et C. Alors, il y a une question d'échelle. En regardant un petit peu quelques embryons de réponse, comment va-t-on déterminer la vitesse au point A? Alors, la vitesse au point A, qu'est-ce que je fais? Je prends ma règle, et puis je mesure sur la figure la longueur de la flèche. Alors, ce n'est pas la même longueur pour tout le monde, hein, tout dépend de ce que je prends comme arrondissement, hein, je me soumets différemment. Moi, en mesurant sur ma page, j'ai mesuré que à VA en mètres par seconde correspond à une longueur de 1,3 mètres par seconde sur la figure. Maintenant, j'utilise l'échelle qu'on me donne, c'est-à-dire on me dit qu'un certain segment représente 5 mètres par seconde. Donc, je mets 5,0 mètres par seconde correspond et je prends ma règle et je mesure sur la figure ce segment et je trouve 0,9 cm sur la figure. Donc, à ce moment-là, j'utilise une règle de proportionnalité. VA divisé par 5,0, je fais un rapport de grandeur de même nature, est égal à 1,3 sur 0,9. J'en déduis que VA égale 5,0 fois 1,3 sur 0,9, c'est-à-dire 7,2 mètres par seconde. De la même façon, on va faire pareil on va aller un peu plus vite, d'accord?
Donc là, je vais donner la réponse globale. La vitesse au point B se mesure de la même façon, et on va trouver, en mesurant les longueurs des flèches représentant les vecteurs vitesse, et en appliquant une règle de proportionnalité avec l'échelle, on en déduit que la vitesse VB est égale à 5 mètres par seconde et que la vitesse en C est égale à 6,1 mètres par seconde. Petite remarque critique, on voit très bien que les valeurs trouvées sont en cohérence avec ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire que VB est inférieur à 7,2 mètres par seconde, ce qui est normal sur la figure, le mouvement est décéléré, et que VC est supérieur à 5,0 mètres par seconde, c'est normal, le mouvement est accéléré. Bon, alors, les positions successives d'un ballon de basketball à intervalle de temps égaux, taux égal 0,10 secondes, sont représentées ci-contre. Alors, donne une expression approchée du vecteur vitesse V1, ici, du ballon lorsqu'il se situe au point M. Alors ça, c'est du cours. Il faut appliquer la formule générale du vecteur vitesse, en un point. Pour cela, on utilise un intervalle de temps le plus court possible, ici 0,10 secondes, et on va calculer la vitesse moyenne entre le point M1 et M2. Donc, autrement dit, V1 égale vecteur M1, M2 divisé par T2 moins T1, c'est-à-dire divisé par delta T, l'intervalle de temps entre les deux positions, c'est-à-dire divisé par taux, taux étant l'intervalle de temps entre les deux positions. Voilà donc l'expression théorique du vecteur vitesse approché, du vecteur vitesse du ballon au point M1. Calcule alors la vitesse du ballon au point M1. Alors là, il va falloir utiliser une échelle. Alors voilà un petit peu quelques détails. On veut calculer la valeur de la vitesse au point M1, c'est-à-dire la norme de V1. Alors, la norme de V1, c'est la norme de M1, M2 divisé par taux, qui peut aussi s'écrire 1 sur taux multiplié par vecteur M1, M2. D'accord ? Alors, vecteur M1, M2, c'est-à-dire en valeur réelle, bien sûr, la norme en valeur réelle. Donc, la valeur de la vitesse en M1 sera donc égale à la valeur absolue de 1 sur taux multiplié par vecteur M1, M2. Vous vous souvenez, lorsqu'un vecteur est collinéaire à un autre, c'est V égale gamma U, c'est valeur absolue, norme de V égale valeur absolue de gamma, norme de U. Donc ici, la valeur de la vitesse qui est la norme de V1 est égale à 1 sur taux multiplié par la norme de M1, M2, mais en réalité, pas sur la figure. Donc autrement dit, la valeur de la vitesse en M1 sera égale à la distance M1, M2 parcourue réellement par le ballon, divisé par taux. Alors, à ce niveau-là, on veut calculer M1, M2, bien entendu, réel. Il va falloir pour cela utiliser l'échelle qui nous est donnée, c'est-à-dire qu'une certaine valeur sur la figure, une certaine longueur sur la figure, correspond à 1,5 mètre en réalité. Donc, voilà, on pose l'échelle de longueur, c'est-à-dire que je prends ma règle et je mesure la longueur de cette double flèche, qui vaut 1,2 cm sur ma figure. Et je lui associe bien 1,5 mètre en réalité, bien entendu, à l'échelle. On va raisonner là-dessus pour appliquer une règle de proportionnalité. Donc, si maintenant je prends M1, M2 sur la figure, je le mesure avec ma règle, je trouve 1,7 cm. Eh bien, à ce moment-là, ici, ça correspond à M1, M2 réel. Donc là, je vais appliquer une règle de proportionnalité pour en déduire la valeur de M1, M2 réel et par la suite en déduire la valeur de la vitesse. Alors, regardons un peu. Vous voyez qu'ici, en appliquant la règle de proportionnalité, on a longueur M1, M2 en réalité, divisé par 1,5 mètre, égale 1,7 cm divisé par 1,2 cm. On va en déduire la valeur M1, M2 réellement parcourue par le ballon. M1, M2 réel égale 1,5
multiplié par 1,7 divisé par 1,2 égale 2,1 mètres. Donc, le ballon a parcouru 2,1 mètres entre M1 et M2. Je vais en déduire la valeur numérique approchée du vecteur norme du vecteur vitesse V1, c'est-à-dire 2,1 sur 0,10, c'est-à-dire 21 mètres par seconde. Voilà donc la réponse à cette question. Schématise le vecteur V1 à l'échelle. Longueur du segment M2 correspond à 5,0 cm. C'est-à-dire sur la figure, eh bien ça correspond, cette longueur-là correspond à 5,0 mètres par seconde. Ta justification. Alors, et pour calculer la longueur du segment fléché, dans un premier temps. Alors, l'échelle de vitesse, elle est évidemment donnée, c'est-à-dire la longueur M1, M2 sur la figure correspond à 5,0 mètres par seconde. Alors, il va falloir maintenant essayer, on sait que V1, c'est 21 mètres par seconde. Ça, on le sait. On l'a calculé tout à l'heure. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est, on veut représenter ce vecteur vitesse avec cette échelle de vitesse, et on veut donc calculer pour cela la longueur du segment fléché qui va représenter V1, c'est-à-dire c'est l'inconnu. Alors, il va falloir donc réaliser une correspondance où l'inconnu, elle, intervient. Elle correspond, en centimètres, c'est ce qu'on cherche, à 21 mètres par seconde précédemment calculé. Et on va appliquer donc une règle de proportionnalité en utilisant l'échelle de vitesse établie précédemment. Donc, voilà. La règle de proportionnalité nous donne L en centimètres divisé par M1, M2, la longueur M1, M2 mesurée sur la figure en centimètres, égale 21 mètres par seconde sur 5,0 mètres par seconde, c'est-à-dire 4,2. Donc, autrement dit, la longueur de la flèche représentant le vecteur vitesse V1 sur M1, M2 égale 4,2. On va en déduire, moyennant une mesure de M1, M2 sur la figure, on va en déduire la longueur de la flèche représentative. Alors, voilà, donc L égale 4,2 fois M1, M2. Alors, il suffit de mesurer M1, M2 pour obtenir L. Et voilà le schéma. Ici, je vais faire disparaître le cache. Voilà le schéma. Donc, en mesurant M1, M2, eh bien, je vais donc pouvoir dessiner le vecteur vitesse V1. Et vous remarquez qu'il a la même direction que M1, M2. C'est normal, par définition, V1 égale vecteur M1, M2 multiplié par 1 sur taux. D'accord? Donc, c'est normal. C'est un petit peu comme ce qu'on a fait en activité. Voilà. Eh bien, la correction est terminée. Je vous remercie.